bonjour à tous et à toutes. Et donc, dans le cadre du 16e colloque international des finances publiques, organisé par le ministère de l'économie et des finances en partenariat avec la Fondation internationale pour la finance publique, nous avons donc le plaisir de recevoir pour cet entretien exclusif M. Nourdine Bensouda, trésorier général du Royaume. Bonjour M. Nourdine. Bonjour Madame. Dans un contexte encore marqué par la récente visite d'État sur invitation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, du président français Emmanuel Macron dans le Royaume, est-ce qu'on peut dire que ce colloque qui met en lumière donc la coopération Maroc-France en matière de finances publiques vient à point nommé? Vous avez raison. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour cette interview. En effet, ce colloque, c'est le 16e colloque que nous organisons et qui vient juste après la visite du chef de l'État français, le président Emmanuel Macron, suite à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Effectivement, ça montre tous les liens que le Maroc entretient avec la France, et surtout dans un domaine pointu comme celui des finances publiques. Nos relations avec le ministère de l'économie et des finances français, et surtout avec les directions qui composent un peu ce ministère, principalement la direction générale des finances publiques, nous permet d'échanger sur les métiers que nous exerçons tous, notamment la gestion publique, les comptes publics et aussi bien la fiscalité, que ce soit la fiscalité d'État ou celle des collectivités territoriales. Très bien. Donc la situation des finances publiques, que ce soit au Maroc ou ailleurs, est confrontée à des défis importants. On parle d'endettement, de déficit budgétaire, de pression accrue sur les dépenses publiques, qui sont déjà exacerbées par les différentes crises économiques liées à la Covid-19, la flambée des prix des matières premières, causée donc par les conflits géopolitiques actuels. Et aussi, nous voyons que les pouvoirs publics travaillent d'arrache-pied pour y remédier à travers plusieurs réformes en matière d'investissement, de rationalisation de la dépense, de réforme du secteur public, aussi par la substitution aux importations et par la mise en place aussi d'outils fiscaux, ceci pour assurer donc une gestion efficace des ressources et répondre aux besoins financiers présents, qui sont déjà présentés aussi dans les différents PLF, comme celui du PLF 2025, qui s'avère budgétivore. Donc, en parlant de restructuration aujourd'hui, est-ce que cela veut dire que nous nous inscrivons dans une logique de changement, de modification, de réforme, ou plutôt dans une continuation de l'ancien modèle? Je vous remercie. Vous avez cité ici plusieurs sujets. Vous avez cité tout ce qui est balance commerciale, le commerce extérieur. Vous avez cité aussi de la balance des paiements. Vous avez cité la gestion des budgets, mais vous avez cité quelque chose de plus important, c'est que nous sommes dans un monde qui est complètement connecté et que tout ce qui se passe au niveau international nous impacte. La situation géopolitique, ici et là, nous impacte, elle impacte les prix des matières premières et par conséquent, notre balance de paiement et notre budget est impacté par ces changements. Mais il faut le reconnaître, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus incertain. Et les crises se succèdent. Nous avons la crise de la Covid-19, nous avons eu auparavant la crise de 2008, la crise économique et financière. Nous avons sur le plan du Maroc le stress hydrique, les changements climatiques. Et d'ailleurs, si vous prenez un peu les objectifs de développement durable au niveau de l'ONU, on insiste sur un certain nombre d'objectifs qu'il faut assurer par les États. Donc, dans ce monde qui change et qui est assez, j'allais dire, soutenu, les États ont des difficultés à prévoir. Donc la prévision devient un peu plus difficile, mais en tant qu'État, nous avons l'obligation d'assurer une stabilité économique et financière pour notre pays, pour nos opérateurs économiques, pour nos citoyens. Il est vrai que les modèles sont différents d'un pays à l'autre. Ça dépend du modèle économique. Est-ce qu'on est plus libéral? Est-ce qu'on est plus keynésien? Mais dans des États comme le nôtre, le poids de l'État est très très important parce que c'est lui qui est à l'origine
de l'investissement. Il fait les deux tiers. Quand on dit État au sens large du terme, y compris les entreprises publiques et les collectivités territoriales, mais il est aussi à l'origine de la protection sociale. Nous avons une fragilité, nous avons une population qui peut ne pas avoir suffisamment de moyens pour faire face aux besoins quotidiens, et c'est pour ça que l'État les soutient. Il y a l'aide sociale qui a été mise en place, et on salue un peu cette vision et cette orientation d'État social, où nous soutenons les populations défavorisées. Il y a un soutien aussi pour l'acquisition des logements, et donc vous voyez qu'il y a une demande importante en termes d'éducation, de santé, de culture, de dessalement pour pouvoir en même temps avoir de l'eau potable et en même temps avoir de l'eau pour l'agriculture. Donc toute cette pression, elle est importante sur les finances publiques, mais le plus important, c'est que quand il y a une compréhension au niveau de la société, et je vais dire un peu plus, quand il y a un contrat social qui est clair et qui est d'abord édicté par la Constitution, surtout celle de 2011, où tout le monde d'abord doit contribuer, tout le monde doit participer avec des règles de transparence, essayer de transcrire tous ces principes-là au niveau des finances publiques, c'est le travail que nous faisons. D'un côté, au niveau des recettes, que ceux qui ont les possibilités de contribuer, contribuent. Et de l'autre côté, au niveau des dépenses, il faut que ça serve aussi bien pour les opérateurs économiques par le biais des marchés publics, mais aussi pour soutenir la population. Et d'ailleurs, l'État est un employeur important. Chaque année, il y a des postes budgétaires. On est pratiquement à 30 000 postes, pour le plus ou moins. On est à 29 000 et quelques postes budgétaires qui sont créés. Donc ça permet d'employer cette population et surtout nos jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont dynamiques, qui sont un peu la force du royaume. Et cette population doit être travaillée aussi bien dans le public et dans le privé. Et s'il y a une bonne complémentarité entre le secteur privé et le secteur public, eh bien, il y a une création de richesses et tout le monde peut bénéficier des fruits de la croissance. Et en parlant de secteur public, cette complémentarité, selon les remontées, on apprend que le secteur public, les TPME, les PME ont du mal à accéder au marché public. Qu'est-ce que vous en pensez ? La réforme des marchés publics qui a été mise en place à partir de 2023 a pour but justement de soutenir les PME, les TPE et les coopératives. Et il est dit qu'il y a de la sous-traitance, normalement de la part de ceux qui arrivent à avoir des marchés publics, surtout pour les grands marchés publics. La mise en œuvre, elle tarde parfois, elle est un peu étalée dans le temps, mais notre souhait, c'est qu'il y ait plus de contribution de la part de ces TPE, parce que c'est la seule manière de donner la chance, parce que l'égalité des chances, qui est un principe constitutionnel, justement, il faut lui donner du contenu. Et ce contenu a été donné par le décret de marché public, mais une réforme, elle met un peu de temps à être mise en œuvre, et nous veillons, et c'est ça notre, parce que comme vous le savez, nous sommes implantés dans tous les ministères, nous avons des trésoriers ministériels dans tous les ministères, nous avons des trésoriers aussi ou des comptables au niveau des collectivités territoriales, et notre travail justement de voir est-ce que la volonté de l'État et la volonté qui a été déclinée par le gouvernement, elle est appliquée sur le terrain. Et c'est ça notre travail, d'abord d'accompagner, de conseiller tous ces intervenants, mais de voir est-ce qu'on se dirige on s'oriente vers cet objectif qui est de donner la chance à tout le monde. En parlant de réforme, donc en juillet 2023, nous avons assisté à la modification de la loi sur les délais de paiement pour les entreprises et donc à l'adoption de la loi 69-21. Plusieurs mois après son entrée en vigueur, quel bilan faites-vous? Bon, le bilan est assez positif parce que nous avons réduit les délais de paiement. Nous avons organisé le travail, tout est tracé au niveau de notre système d'information. On sait exactement que fait l'ordonnateur et comment il travaille, à quel moment il intègre ça dans le système d'information. Notre fragilité aujourd'hui, c'est ce qui se passe avant. C'est-à-dire avant qu'il y ait la certification du travail. Et nous sommes en train de travailler avec les fédérations sur cet aspect-là pour qu'il y ait une traçabilité tout le long du processus. Parce que, vous savez, en général, l'homo economicus s'adapte. Il s'adapte à la nouvelle législation et parfois il essaye de la contourner, de la respecter. Ben, c'est ça la société. Mais notre travail, c'est de comprendre sur le terrain ce qui se passe
et répondre de la meilleure façon ou dans les meilleures conditions à cette évolution, j'allais dire, de la réglementation. En revenant sur le colloque, si l'on peut dire prioritairement les axes de restructuration envisagés pour un meilleur modèle de gouvernance des finances publiques au Maroc, ce seraient lesquels? Eh bien, écoutez, les finances publiques, comme je le dis souvent, sont éminemment politiques. C'est des décisions, c'est des orientations, c'est une vision, c'est des caps, c'est une trajectoire. Et il faut les traduire. Il faut les traduire sur le terrain. La gouvernance, elle sert d'abord à avoir une vision claire et en même temps de la mettre en œuvre. Alors, dans la mise en œuvre, c'est le reflet de la société. Il y a plusieurs intervenants. C'est de l'orchestration. Pour avoir de la bonne musique, il faut avoir un bon chef d'orchestre et en même temps avoir des musiciens qui jouent la bonne partition et chacun a son rôle. Parfois, on trouve qu'il faut suffisamment peut-être de répétition, juste pour rester un peu dans cette image, pour avoir la bonne configuration et la bonne traduction de ces politiques publiques sur le terrain. Nous avons remarqué, et c'est ça un peu le sens du colloque, que ces intervenants, parfois, il y a un décalage entre la compréhension, la mise en œuvre au niveau national, au niveau local, et le travail, c'est de faire évoluer tout le monde vers cet objectif. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme de politique publique orientée mission, c'est-à-dire nous avons un objectif et il faudrait que tout le monde converge vers cet objectif dans tous les domaines, le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, et ainsi de suite. C'est un peu parfois, le rythme n'est pas le même chez les uns et les autres, et puis parfois une multiplication d'intervenants qui peut parfois nuire à l'exécution d'une politique publique. Très bien. Donc pour terminer notre entretien, vous qui avez l'œil aguerri sur la situation financière du pays, aujourd'hui, que pouvez-vous dire de l'état de santé de nos finances publiques? Ce que nous remarquons, une évolution positive du comportement d'abord de nos opérateurs économiques et de nos citoyens. Je crois qu'il y a une sensibilité et une conscience que la contribution est nécessaire pour financer les grands travaux que nous menons. Mais de l'autre côté, il y a aussi une conscience chez les ordonnateurs, c'est-à-dire les départements ministériels et les collectivités territoriales, qu'il faut améliorer l'exécution des budgets. Parce que quand on n'exécute pas ce qui est prévu dans un budget, c'est des possibilités qui auraient pu être utilisées pour un autre département et le fait de ne pas les exécuter, on laisse des opportunités passer. Donc l'idée, comme nous sommes à la croisée des chemins, comme je vous ai dit, la trésorerie générale, pratiquement tous les flux transitent par la trésorerie générale, nous essayons de sensibiliser, d'accompagner, d'accélérer. Et ce qui est important, c'est la gestion du temps. Parce qu'un service public ne vaut que par sa concrétisation, mais le plus rapidement possible. Quand le gouvernement a décidé de soutenir la population pour acquérir des logements, le fait que ça devienne concret avec des virements ou des versements qui ont été effectués pour cette population, là, il y a ce contrat social qui est apparent, il y a du contenu. Donc, le plus important, c'est l'exécution. Que dire du chantier 2030, la Coupe du Monde 2030? La Coupe du Monde de 2030 est un chantier structurant et qui fait appel à tous les players, à tous les acteurs, que ce soit dans le privé. C'est des opportunités pour le privé, c'est des opportunités pour nos jeunes, pour qu'ils trouvent de l'emploi, c'est des opportunités pour les secteurs d'activité et surtout pour la mise en place ou plutôt mettre en œuvre tous les chantiers d'hôpitaux, d'infrastructures, de transport aérien, ferroviaire, terrestre. Tout ça, ça nous donne un élan et une opportunité où tout le monde doit s'inscrire pour réussir ce rendez-vous de 2030. Et merci encore pour votre temps. Je vous remercie pour tout le temps que nous avons passé ensemble. Merci.